Bonjour à tous. Merci de venir écouter, participer à cette conférence un peu particulière sur le droit et le coronavirus. Et je vais vous parler, pour ma communication scientifique, sur les restrictions à la pratique de l'activité physique et donc l'adéquation entre le droit du confinement et la santé publique. Donc cette communication va mobiliser les fondements du droit à la santé publique et des modélisations épidémiologiques. Moi-même, je me présente, excusez-moi, je suis Mel Kaufmann, je suis chercheur à la faculté de droit de l'Université Grenoble-Alpes. Ma spécialité sont les relations internationales, en particulier la modélisation des conflits. J'ai fait des incursions dans ce qu'on appelle l'épidémiologie des conflits, la façon dont les conflits se diffusent. Et pour cette communication, j'ai appliqué ces outils en prenant des modèles créés par des épidémiologistes médecins ou spécialistes des virus, en les appliquant à cette question de la régulation par le droit du confinement dans le cadre du coronavirus. Je vais vous présenter des résultats préliminaires qui semblent montrer que les règles édictées en France, mais surtout la façon dont elles sont appliquées, ne semblent pas toujours optimales en termes de lutte contre le coronavirus d'une part, et de santé publique en général d'autre part, si on prend en compte la santé publique de manière large, incluant la santé psychique ou la lutte contre les troubles musculo-squelettiques ou d'autres problèmes de santé. Donc ces modèles permettront de recommander des mesures simples plus efficaces. Donc mieux qu'un long discours explicatif, je vais vous montrer deux vidéos côte à côte qui sont basées sur ce qu'on appelle la modélisation des acteurs, en anglais Agent-Based Modeling. Et ici on voit deux simulations. L'une à gauche, où on verrait des personnes qui feraient de l'activité physique jusqu'à 2 km de chez eux, une situation interdite actuellement, et une autre où les gens feraient de l'activité physique maximum jusqu'à 100 mètres de chez eux. Alors c'est beaucoup plus restrictif que la réglementation actuelle. Pourquoi j'ai choisi dans cette vidéo de parler de 100 mètres? Eh bien, il y a quelques jours, j'ai été contrôlé à 300 mètres de chez moi par la gendarmerie, qui d'ailleurs m'a reproché de faire de l'activité physique sans courir, donc c'était pas évident que je faisais de l'activité physique. Ils m'ont demandé de rentrer chez moi, alors j'étais qu'à 300 mètres de chez moi, et ils m'ont dit que la prochaine fois qu'ils me voyaient me déplacer avec un motif d'activité physique, si je ne courais pas, alors ils me verbaliseraient. Hein. Donc voilà pour les limites posées ici sur les distances. Hein. C'est une contrainte qui est levée dans d'autres simulations, je vais vous montrer un tout petit peu plus tard. Donc on voit les personnages en rouge qui se déplacent, ce sont des personnages qui sont infectés du coronavirus mais en incubation, donc ils sont asymptomatiques. Donc, les autres couleurs modélisent des promeneurs ou des coureurs qui sont pas infectés. Hein. Et on voit qu'il y a des maisons qui sont grises, d'autres en rouge, d'autres en vert. Alors quand les gens quittent de chez eux, quand ils reviennent, s'ils sont infectés, s'il y a plus de la moitié des gens dans la maison qui sont infectés, alors la maison est en rouge. S'il y a moins de la moitié des gens qui sont infectés, alors elle est en vert. S'il y a personne dans cette maison, ici on a un modèle où il y a peu d'acteurs. S'il y a personne dans cette maison, alors la maison est en grise. S'il y a personne à ce moment-là. Hein. Donc le modèle prend en compte le fait que chez soi, on peut contaminer son entourage et qu'on peut être contaminé par ses voisins dans la cage d'escalier. Hein, le modèle ne prend pas en compte le fait que on va faire des courses peut-être dans des endroits qui sont communs à tous à plus d'1 kilomètre. Donc ce que ce modèle montre, c'est que la pratique est constatée de rappeler à l'ordre ou de sanctionner les sportifs à quelques centaines de mètres de chez eux, ou bien de leur interdire d'aller à plus d'1 kilomètre ou 2 kilomètres de leur domicile, n'aurait vraiment d'intérêt qu'il y avait des no man's land ou des cordons sanitaires entre chaque quartier et entre chaque commune. Hein. Par exemple, si entre mon quartier et le quartier voisin, il y a un champ qui fait 2 km de long. Alors, si on m'interdit d'aller à plus de 500 mètres de mon domicile, j'ai aucun moyen d'être en contact avec les habitants
du quartier voisin. Hein. La réalité ce que nous montrent les géographes dément complètement ce genre d'a priori. Hein. C'est des travaux auxquels j'ai participé, notamment dans l'équipe de la Commission européenne du GRC avec Martino Pesaresi. De première carte de tous les bâtiments du monde basée sur l'extraction par image satellite de qu'est-ce que sont les bâtiments. Et on a pu montrer qu'il y avait une très forte continuité urbaine en Europe. Hein, et en France, ça ne se dément pas. Donc, en fait, de proche en proche, tous les quartiers et la plupart des communes sont connectés entre elles. Il n'y a pas de grandes zones de désert en France, sauf exception. En tout cas, pour ce qui concerne la majorité de la population, elles sont connectées entre eux. Hein. Et donc, ce que nous montrent les modèles, c'est que si une commune est située à proximité d'une frange verte, ou comme par exemple la commune dans laquelle j'habite, Montmélian, il y a des vignobles à proximité de la commune, mais à plus d'1 kilomètre du centre-ville. Alors si on autorise la promenade dans la frange verte, alors ça permet une meilleure utilisation de l'espace et les gens vont pouvoir faire du sport ou marcher, se détendre, se changer les idées, c'est pas facile en ce moment, ils vont pouvoir le faire en rencontrant le moins de gens possible. Parce que c'est plus facile s'il y a une personne par hectare sur des pistes larges, c'est plus facile de se promener sans rencontrer personne que de se promener dans la vieille ville, dans certains quartiers populaires ou à l'intérieur de sa résidence en bas de chez soi. Moi, j'ai pu observer de ma fenêtre juste là. Hein, j'habite dans un immeuble, il y a plusieurs immeubles autour. Là, depuis quelques jours, les gens commencent à tourner en rond à 200 ou 300 mètres de chez soi. Certains restent dans la résidence. Hein, et donc, le risque qu'ils soient en contact avec d'autres personnes, là, est quelque part plus élevé. Hein. Donc, un élément qui paraît intéressant à noter, c'est que une revue de la littérature scientifique assez rapide, hein, vu le temps pour ma communication limité, une revue de la littérature éclaire ce constat. D'abord, une des premières choses, c'est que donc, ces travaux de Fiedler et autres en 2007, c'est que la crise actuelle génère des nombreux défis, dont la résolution varie grandement entre États, entre régions, départements et communes, en fonction des différents normes juridiques, mais surtout de la compétence de ceux qui les appliquent et la réception de ces éléments par les citoyens, ces éléments qui sont importants. Par exemple, le ministère de la Santé américain a défini, donc dans des travaux de Moulton et Goodman en 2003 et 2006, a défini le concept de préparation juridique aux urgences de santé publique. Hein, je répète, préparation juridique aux urgences de santé publique. Hein, elle a défini 4 axes: les lois, les aptitudes nécessaires pour les appliquer, la coordination des autorités juridiques au-delà des frontières de juridiction ou de secteur, et l'information sur les meilleures pratiques en matière d'application du droit. En termes de préparation, là, à ma connaissance, il n'y a aucun service juridique au ministère de la Santé qui prépare les lois ou les règlements en l'absence de crise, en préparation de crise. Hein, ou en tout cas, on ne voit pas du tout quel est son travail. Et donc ça pose un problème en matière de coordination des autorités juridiques, alors que j'étais presque verbalisé à 300 mètres de chez moi parce que je ne courais pas le même jour, donc j'étais en Savoie, le même jour le préfet d'Isère prenait un arrêté disant vous pouvez faire l'activité physique mais vous pouvez vous dégourdir les jambes, marcher, mais pas courir, pas faire du jogging. Donc le même jour, diverses autorités chargées d'appliquer la loi prenaient dans un département une décision disant vous avez le droit de marcher, pas de courir, et en Isère, et en Savoie vous avez le droit de courir, pas de marcher. Hein, j'avais même l'obligation de courir, ce qui peut poser problème pour les asthmatiques ou d'autres personnes. Hein. Donc l'application désordonnée des règles sur l'activité physique dénote un manque de préparation juridique qui peut avoir des conséquences sanitaires et voire socio-sanitaires. Hein. Pour Markowitz, un travail de 2005, un élément important de cette préparation juridique aux urgences de santé publique, hein, et de la planification à la préparation à la pandémie, c'est de réduire le risque de répartition inéquitable des coûts sociaux entre les différents segments de la société. Et alors là, il se trouve que je plains les personnes qui vivent dans des endroits, dans des complexes urbains très très denses. Là, on n'a pas une répartition équitable des coûts sociaux, très clairement. Hein, et enfin, j'aimerais insister sur quelques points importants. D'abord, et ça me paraît peut-être l'essentiel, des mesures de confinement trop strictes ou inadaptées ne sont pas sans danger sur la santé publique.
Je m'explique. Outre les bienfaits du sport pour l'équilibre physique, par exemple, moi je travaille 10 à 14 heures par jour en ce moment. C'est plus compliqué de travailler avec le télétravail, hein. Euh, et donc, je suis très souvent assis sur ma chaise. Régulièrement, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos, j'ai besoin d'aller sortir, d'aller faire du sport. Donc, on a un problème sur les troubles musculo-squelettiques, ça me paraît important. Mais aussi, il y a une étude de Auriluc et autres en 2004 qui a montré, concernant le SRAS, que 30% des personnes qui ont été mises en quarantaine lors de l'épidémie de SRAS ont souffert du syndrome de stress post-traumatique et de dépression. 30%. Et ça pose énormément de questions. Ça veut dire que dans quelques semaines, quelques mois, on va voir, si on confine les gens chez eux, on va avoir des millions, voire sur la planète, des centaines de millions de personnes qui vont avoir des syndromes de stress post-traumatique ou la dépression. Moi-même, dont le travail, la spécialité, c'est les guerres civiles, ça me pose vraiment question. L'apparition de millions de cas de ces pathologies psychiques peut faire frémir aussi plus d'un juriste, d'un politiste ou d'un commissaire de police, hein. Voilà, donc ces travaux de modélisation que j'ai montrés sont un peu expérimentaux, hein, vu le temps très limité qu'il a fallu pour publier ce travail, hein. Donc, je suis en train de faire notamment travailler sur des données réelles, donc sur des communes existantes, et non pas des données simulées, donc à partir de données géomatiques, hein. Et puis, j'aimerais mentionner aussi des travaux publiés par l'OMS en 2016 et d'autres, Adam Smith et Upshur en 2019. Hein, donc d'après l'OMS et de nombreux experts en santé publique, les mesures d'isolement et plutôt de confinement strict doivent être volontaires dans toute la mesure du possible. Et les mesures obligatoires ne devraient être instituées qu'en dernier recours lorsqu'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que les mesures volontaires réussissent ou lorsque l'absence de mesures obligatoires est susceptible d'avoir un impact substantiel sur la santé publique. Hein, dans tous les cas, l'alternative la moins restrictive, c'est-à-dire la moins attentatoire à la liberté, devrait être utilisée pour atteindre l'objectif de santé publique. Hein. Je cite l'OMS et ses experts en santé publique. Et enfin, un travail de l'Organisation internationale des migrations en 2006 montre que les mesures de lutte contre les pandémies sont aussi efficaces lorsqu'il y a un respect volontaire des mesures que lorsqu'il y a des contraintes strictes. Voilà. Merci pour pour m'avoir suivi. Et voilà. Enfin, le dernier message, moi, s'il y a eu une quelconque ambiguïté, je suis pas en train de vous dire allez courir 20 km et allez courir ensemble, faire du jogging en groupe, absolument pas. Le message, c'est que plutôt que d'aller 3 fois par jour à la supérette ou à la boulangerie, aller 4 fois par jour promener son chien sous son immeuble et ou faire du jogging en faisant le tour de son pâté de maison, et ben aller actuellement jusqu'à 1 kilomètre de chez soi, dans les zones vertes, dans les zones qui soient les plus absentes de surpopulation, les zones qui soient où il y a le moins de personnes. Donc se promener et faire un petit peu de pratique saine, sportive, physique, hein, à allure modérée, sans dans les endroits où on risque le moins de rencontrer du monde, hein, c'est une mesure potentiellement qui pourrait réduire la pandémie par rapport à d'autres comportements, je disais, de tourner à moins de 300 mètres de chez soi. Voilà, je vous remercie. À bientôt.